En France, 4 condamnés sur 10 sont des récidivistes. Qui sont-ils? Pourquoi recommencent-ils? Que peut faire le système judiciaire pour enrayer le phénomène? De la prison à leur retour dans le monde extérieur, nous avons suivi pendant plus de 6 mois 2 détenus lourdement condamnés, Patrick C. et Bruno G. Quand j'étais incarcéré, c'était toujours pareil. Je savais que j'allais ressortir, que j'allais recommencer. J'avais même pas de toute façon la vision de l'avenir et de vouloir faire un projet. Ça fait 12 ans que je suis en prison. Avant, j'étais une personne bien éduquée, mon Dieu. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est des putains, c'est des ci, c'est des ça, c'est des tas de mots grossiers. Leurs parcours socio-judiciaires nous conduisent devant ceux qui, au quotidien, sont en charge de la prévention de la récidive. Ils sont juges d'application des peines, conseillers d'insertion ou psychologues. Leur face-à-face avec Patrick C. et Bruno G. nous laisse entrevoir l'ampleur de la tâche, loin des peurs et des idées reçues. C'est avant tout ça notre objectif. Hein. De toute façon, c'est qu'il n'y ait pas de récidive. Oui, c'est sûr, il n'y aura pas de récidive de toute façon. Il n'y aura jamais de récidive. Lutter contre la récidive, tout commence ici, au cœur de la prison. Clairvaux est l'une des 4 maisons centrales de sécurité françaises. 160 détenus parmi les plus dangereux de France y sont regroupés, avec de lourdes peines. Mais personne ici n'oublie qu'un jour ou l'autre, qu'on le veuille ou non, ils sortiront. C'est dans cette perspective que les SPIP interviennent. Ces agents du service pénitentiaire d'insertion et de probation préparent la sortie des détenus dès leur incarcération. Quand nous le rencontrons pour la première fois, Patrick C. a déjà passé 8 ans et demi à Clairvaux. Ancien trafiquant de drogue, multirécidiviste, évadé 2 fois de prison, il a connu des débuts difficiles à Clairvaux. Plus d'1 an en quartier disciplinaire. Bonjour. Ça va? Ça va, regarde. Donc vous savez que c'est le 23, que c'est une demande de libération conditionnelle à la sortie d'un PSE probatoire. Après, je pense que votre dossier est complet, on n'a plus qu'à avoir vraiment les précisions au niveau du patron. À 47 ans, celui qui avait fait de la criminalité son mode de vie a changé. Arrivé aux 2 tiers de sa peine, comme la loi le lui permet, Patrick C. demande une libération conditionnelle. Voilà des mois qu'il prépare, avec l'aide de sa conseillère d'insertion, son projet de sortie. Voilà, si je pense quelqu'un qui va passer le bac, s'il l'a super bien préparé, il se fait moins de soucis que celui qui l'a pas trop préparé. Moi, personnellement, je l'ai bien préparé. J'avais bien préparé ma baisse de sûreté, j'ai encore mieux préparé ma conditionnelle. Je passais le brevet des collèges, j'ai couru le marathon. C'est pas rien, c'est quand même courir non, c'est pas rien. 3 heures dans une prison, dans les conditions ici avec les virages. Ça, c'est certain. Sur une cour de promenade, oui, c'est pas ça que de faire un marathon. Ça démontre que je suis quand même quelqu'un qui est capable d'aller au bout de ce qu'il a décidé. Et là, en ce moment, ce que je décide, c'est toutes des choses positives. Donc, et si un jour vous décidez quelque chose de négatif? Si je décide quelque chose de négatif, évidemment... vous serez aussi déterminé? Ah ben évidemment, c'est ce qui a été ma vie. C'est ce qui a été ma vie et ce qui fait que j'ai fait toutes ces années de prison. Quand j'étais incarcéré, c'était toujours pareil. Je savais que j'allais ressortir, que j'allais recommencer. J'avais même pas, de toute façon, l'intelligence ou la vision de l'avenir et de vouloir faire un projet. Tout se fait par palier. Il peut rien se passer pendant 10 ans et d'un coup d'un seul, il va y avoir une prise de conscience. Comme ça peut être fait au début, et puis après, il va y avoir un temps de flottement. Bien sûr qu'une personne qui arrive dans les temps pour demander un aménagement de peine, si rien n'a été travaillé avant, c'est pas parce que aïe, c'est le moment que tout va changer. Non, c'est aussi tout ce qui a été fait avant qui va faire que cet aménagement de peine va être possible ou pas. Soyez détendus, vous savez justement ce que vous avez fait pour ça. Après, bien sûr, comme on vous l'a toujours dit, rien n'est acquis le temps que vous n'avez pas votre jugement, les délais d'appel, etc. Une personne qui va nous dire oui,
Allez, moi j'ai compris, je sais où j'en suis, je sais que je repasserai plus jamais à l'acte, je sais que, quelque part, ce discours-là, on l'entend souvent. Mais confronté à la réalité de la vie, qu'est-ce qui va se passer ? Pour décider du sort de Patrick C., un tribunal se réunit au cœur même de la prison, sous la présidence de la juge d'application des peines de Troyes. Aidée de 2 assesseurs, c'est elle qui permettra ou non la sortie du condamné, 4 ans avant la fin de sa peine. Pendant l'audience, les magistrats garderont à l'esprit les avantages d'une sortie anticipée. Les études sont formelles. La libération conditionnelle réduit d'1,5 fois le risque de récidive. C'est un moment qui est extrêmement important. Pour la personne détenue, c'est très très anxiogène. Ça fait des mois qu'ils attendent leur passage en audience, qu'ils préparent leur projet. Ils savent très bien que les enjeux sont très très importants. Donc c'est un moment qui est généralement très fort pour eux. Bonjour monsieur. Bonjour. Il faudrait juste fermer la porte. Alors monsieur. Alors, on évoquera votre projet tout à l'heure. Pour pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle, vous savez qu'on va se pencher sur plusieurs critères. Ce qui est important qu'on puisse saisir aujourd'hui, c'est dans quel état d'esprit et ce qui a pu vous conduire à ce parcours de délinquant. Et puis aujourd'hui, en quoi ce serait différent. Voilà, ma question elle est claire. Après, c'est à vous de savoir si vous avez beaucoup de choses ou pas beaucoup de choses à dire pour expliquer tout cela. Pour expliquer mon parcours délictuel, ouais, ça revient à quand j'étais tout jeune. On va commencer par l'arrestation de mes parents au tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse. Par la suite, j'ai connu le foyer à l'âge de 11 ans, c'est-à-dire de 11 ans jusqu'à 16 ans. Et ça a été une période où vraiment j'étais très mal, quoi. Pas tellement dire que j'étais un délinquant, mais je passais ma vie sur les routes, à faire du stop, à prendre le train en fraude, à voler quelques mobylettes de temps en temps. Il s'avère qu'après mon père faisait des braquages et qu'on a fait des cambriolages ensemble de magasins de moto justement pour le matériel. Et ça correspond à ma première incarcération à 2 ans de prison ferme en 1987. Fait que vous aviez commis donc, et avec votre père et avec votre frère. Et avec mon frère, oui, exactement. Et à ce moment-là, j'ai baissé les bras et je suis parti dans un parcours suicidaire, quoi. Je veux dire quelque chose comme ça. J'étais vraiment au bout, quoi. Et j'ai commis une multitude de délits que j'ai avoués et que j'ai payés. En confrontant le discours de Patrick C. au rapport des SPIP, du personnel de la prison ou des psychiatres, le tribunal cherche à mesurer la sincérité de son discours. La manière dont il perçoit les faits est alors essentielle. Aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à comprendre ce que signifiait, ce qu'a signifié donc, toute cette série d'actes, comme j'ai dit, qui se sont aggravés au fur et à mesure? Qu'est-ce que vous cherchiez? Vous couriez après quoi? Pour moi, je courais, j'avais besoin d'être actif. Et la délinquance, je l'ai pratiquée un peu comme un sport, comme un défouloir, comme quelque chose qui... Est-ce que l'appât du gain était important? L'appât du gain, on pourrait penser qu'il était important, mais j'en profitais pas. Donc c'était juste pour montrer aux copains que j'étais le meilleur dans ce que je faisais, entre guillemets. Moi je vous l'explique sincèrement. Quand on a en face de soi quelqu'un qui a vécu une vie extraordinaire, qui a permis à cette personne d'engranger de l'argent en quantité très très importante et sur des longues durées, on se pose toujours la question de la réinsertion dans une vie qui est très quelconque, avec un salaire qui sera faible, avec des moyens qui seront limités et avec des ambitions qui ne pourront plus être les mêmes que celles qu'elles étaient auparavant. Alors concrètement, pour qu'on ait une idée précise de votre projet, c'est la SARL. Pour évaluer la solidité d'un projet, les juges s'entourent de multiples précautions. Celui de Patrick C. a une force, une garantie de CDI en tant que maçon et un hébergement assuré chez son fils.
et une faiblesse, un retour dans la région de son enfance. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, l'avis du procureur de la République de Bourg-en-Bresse a été sollicité, donc le 16 mai 2013. Donc il a repris les éléments de l'enquête de gendarmerie que j'ai évoquée tout à l'heure. Il a indiqué que les agissements des différents individus cités donnaient lieu à des enquêtes en cours. Et donc il en a conclu que cet entourage familial n'était pas favorable à une insertion correcte. Et il a donc émis un avis défavorable à votre demande. Comment le procureur peut dire que ça va être un mauvais environnement pour moi ? Je suis un homme, j'ai 46 ans, j'ai évolué, j'ai une façon de voir la vie, et le procureur va dire que le milieu m'est pas favorable. Mais le milieu qui m'est pas favorable, c'est de retourner dans le sud, puisque dans le sud, il y a des dizaines de trafiquants de drogue qui me connaissent. Et là, oui, j'aurai toutes les chances de tomber dans des mauvais travers. Mais dans ma région, j'y vais pour l'amour de mes enfants. Tout ce que j'ai fait, tous les 5 années de psychologie, je vous l'ai écrit, je l'ai pas fait pour plaire à la justice. Je l'ai fait pour m'améliorer et pour être un bon père, un bon grand-père. Moi, je trouve ça totalement inadmissible qu'un procureur puisse dire ça, que moi, je subisse les conséquences de gens qui font peut-être des choses et qui n'ont même pas été condamnés, et c'est moi qui va subir ces conséquences-là. Ça me paraît incroyable. On ne peut pas dire que les choses soient écrites d'avance. On n'est jamais en capacité de savoir si un aménagement de peine va être accordé ou pas avant l'audience, mais en tout cas, l'audience est un élément important. Donc après, une décision n'est jamais rendue sur le siège, c'est-à-dire qu'elle n'est pas rendue immédiatement. La décision, elle est mise en délibéré, ce qui nous laisse un temps de réflexion avant de pouvoir se décider réellement. Alors, nous rendrons notre décision, monsieur, le 29 mai. Être entendu par la justice, c'est important. Que les sanctions soient comprises, il faut qu'elles soient à sa juste valeur. Notre préoccupation principale, ça va être effectivement, est-ce que le risque de récidive est important ou est-ce qu'il est minime ? On ne pourra jamais considérer que de toute façon, il n'y a pas de risque de récidive. Enfin, ce serait très très présomptueux de notre part. Mais en tout cas, notre travail, c'est d'essayer de faire en sorte que la sortie implique un risque de récidive le plus limité possible. Avant même d'envisager l'aménagement d'une peine, un premier pas doit être franchi, souvent le plus difficile. Reconnaître ses actes et leur gravité. Point de départ incontournable, ce travail sur soi-même demande du temps. Et le temps, justement, c'est ce qui manque le plus en maison d'arrêt, là où se retrouve la grande majorité des détenus pour des courtes peines. Délits routiers, consommation de stupéfiants, vols ou actes de violence, ils représentent près de 80% des incarcérations en France. Donc vous avez déjà été incarcéré, on m'avait dit, 2 fois, c'est ça? Oui. Vous avez été condamné comme mineur aussi? Ouais, bah oui. Ouais. 15 condamnations mineures. 15 condamnations mineures. Et je peux peut-être bien 5-6 ans majeur. Vous étiez en récidive sur cette peine? Vous avez déjà été condamné pour cet de fait? Oui. La 4e ou la 5e fois. Violence, bagarre, port d'armes illégales. Contrairement aux idées reçues, ce sont les petits délits qui conduisent à la récidive. Entrée, sortie et retour en prison se succèdent, s'additionnent et compromettent chaque fois un peu plus les projets de réinsertion. Mais il n'y a pas que moi qui était violent dans l'histoire. Oui, mais moi j'ai répondu à des coups qu'elle m'a assénés. J'allais pas me laisser taper dessus non plus. À la maison d'arrêt de Troyes, il n'y a que 2 conseillers d'insertion pour 170 détenus. Une psychologue est là quelques jours par semaine pour leur prêter main forte. Mais les détenus hésitent souvent à la consulter. Les psys, c'est pour les fous. Et eux ne sont pas malades. Difficile alors de travailler sur les actes. Et alors pour en revenir surtout aux faits de violence, comment vous expliquez ça? Je suis impulsif. Ce qu'il faut quand même, c'est faire un travail sur vous. Pour essayer de grandir en même temps. Hein, ça, voilà. D'être plus mature. Qu'est-ce que vous voulez grandir dans un milieu comme ça? Si, vous pouvez. Et si je grandis dans un milieu comme ça, je sors d'ici, mais... Attendez. Si je vais dans le grand banditisme, master-là. Mais le milieu comme ça, comme vous dites, c'est pas votre vie. Vous allez en sortir de mûrir ça. Dans un milieu comme ça. Mais si, c'est possible. Mais c'est impossible. J'ai grandi dans un quartier, je sais comment ça se passe. On peut pas mûrir dans des trucs comme ça en étant enfermé. Qu'est-ce que vous voulez mûrir? Moi, je suis là, je suis en cellule H24.
Il n'y a rien, moi je trouve qu'ici il n'y a rien pour aider les gens, pour qu'ils sortent, comme on dit, nanani, normalement la prison ouais, c'est pour réinsérer les gens, mais d'où que ça réinsère les gens? On peut pas faire des projets, c'est ce que vous voulez Non, qu'on mais fasse. vous pouvez commencer cette réflexion que je viens de vous On dire. peut la commencer, mais on est là, on est en cellule, tout le monde, cette réflexion-là, je l'ai déjà eu. Là, tous les jours je me remets en question, j'ai que ça à faire, je suis dans mon lit, je regarde la télé, on est obligé de penser à des... Voilà, ouais j'ai fait ça, voilà. Mais après si j'ai fait ça, comme je me dis, il y avait des raisons. Après voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Pour moi, je sais qu'au fond de moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, même si je l'ai mal fait, j'ai fait ce que j'avais à faire. Après, des Et fois, il y ce a serait à pas de- refaire, vous le referez? Si ce serait à refaire et qu'il n'y a pas d'autre solution, ouais, je le referais. Et vous revenez ici? Et non, parce qu'après voilà, il faut être malin. Et je me suis fait attraper, c'est comme ça. Ouais. Et sinon, vous ne faites pas attraper et vous continuez votre vie. Je continue ma vie. Ouais. Quand je vois un jeune comme ça, je me dis il faudra du temps. Il faudra du temps et il n'est pas prêt encore. Il n'est pas prêt. Il faudra qu'il s'apaise. Il faudra qu'il comprenne. Il faudra beaucoup de choses. Et lui, je me dis, on le reverra, quoi. Faute de temps et de moyens, de nombreux détenus n'auront pas l'occasion de réfléchir à leurs actes. 8 sur 10 vont sortir de prison sans aucun accompagnement. Dans le jargon des professionnels, on parle de sortie sèche. Résultat, 1 délinquant sur 3 récidive moins d'1 an après sa libération. 3 sur 4 dans les 5 ans. C'est très difficile, la récidive. Quand les personnes évoluent avec une forte compréhension, ou après on a la notion de regret, on a un discours authentique, on sent que la personne est touchée en elle-même de ce qui est commis, on va avancer et on va beaucoup travailler pour qu'il n'y ait pas cette récidive, si vous voulez. Et je dirais que ça, c'est plus facile à travailler avec des gens comme ça. Par contre, vous avez des personnes, et moi ça m'est arrivé, des personnes qui sont là, qui sortent même, qui vont sortir, qui ont fini leur peine ou autre, et je sais pertinemment que le risque de récidive, il est immense. C'est le plus terrible à vivre. Bon, je voulais qu'on se voit une dernière fois avant votre sortie lundi pour évoquer un petit peu tout ce qui est à faire à votre sortie. Alors, À 52 ans, Bruno G, délinquant sexuel, a déjà emprunté le chemin de la prison à plusieurs reprises. Quand nous le croisons à la maison d'arrêt de Troyes, il finit de purger une peine de 6 mois d'emprisonnement pour avoir enfreint son interdiction d'entrer en contact avec des mineurs. sur les obligations, vous vous rappelez qu'est-ce que vous avez à faire? Oui, je me rappelle, oui. Ouais, dites-moi. Éviter de rentrer en contact avec des mineurs. Ouais. Ne pas aller en département Haute-Marne et Chalon-sur-Saône, enfin ces coins-là. Sinon, éviter d'aller dans des lieux où il y a des mineurs. Oui, ça vous l'avez déjà dit. Ouais. Éviter de rentrer en contact avec mes enfants, avec les victimes, enfin les soi-disant victimes, parce que bon... Non, victimes. Vous avez été condamné. C'est des victimes, ça dit, mais bon, moi... Oui, vous n'êtes pas d'accord, d'accord. Oui, je suis innocent. D'accord. C'est ce que vous dites. Ok. Et la vérité? C'est pas la vérité judiciaire, en tout cas. Oui, pas la vérité judiciaire, certes. La vérité judiciaire. Bon. Il y a 2 autres points encore. Le fait que vous avez une injonction de soins. Vous rappelez ce que ça implique? Oui. Mais bon... Des rencontres régulières avec un psychologue. Et les rencontres périodiques avec le médecin expert que vous avez déjà vu la dernière fois, le docteur Talburn. C'est vrai qu'ils vont rendre zinzin, ces gens-là. Ah bon? Voilà, là. Je vous dis, franchement, je suis loin d'être fou et là, la prison est en train complètement de me déstabiliser avec ces 10 années. Cette personne a été condamnée par la cour d'assises d'appel à 12 ans de réclusion criminelle et à 5 ans de suivi socio-judiciaire pour des faits de viol sur mineurs de 15 ans par ascendant. Il a exécuté sa peine d'emprisonnement, sa peine de réclusion criminelle, et il a terminé l'exécution de cette peine en octobre 2011 et depuis a été réincarcéré 3 fois. Et la dernière fois, parce que 3 jours après sa libération, monsieur est entré en contact avec des mineurs en se déguisant en Père Noël pendant les périodes des fêtes.
Je voulais qu'on voit aussi avec vous. Alors, vous avez aussi rendez-vous avec ma collègue, Madame Samar, qui vous suit à l'extérieur, le lendemain, le mardi 25, à 11h. Oui, vous m'avez dit, oui. D'accord. Bon, vous comptez y aller? Oui, oui, oui. Ouais, je vais y aller quand même pour la première fois. Ouais. Pour la première fois? On verra. Et les fois d'après? On verra. Parce que vous m'avez dit la dernière fois que vous ne voulez pas y aller. Ouais, mais bon, vous voyez, moi je suis pas trop d'accord. Moi je me disais, à force de me casser les bonbons, entre guillemets, bon, je comprends que bon, la justice fait son travail. Elle imagine faire son travail, bon, j'ai été jugé. Il a payé sa dette à la société. Le suivi, il a un sens pour mettre en place l'obligation de soins, parce qu'on veut éviter qu'il recommence. Il a un sens aussi pour protéger les victimes et pour protéger les mineurs. Sans ce suivi, de toute manière, il serait dehors, s'il y avait eu que ces 12 ans de réclusion criminelle. Là, la cour d'assises a estimé que après ça, il devait y avoir un suivi. Bonjour, Mesdames, vous êtes prêts? Bon, on est parti alors. Allez, salut Blondin. Bon courage à toi. Oui, je suis inquiète quand cette personne est en liberté. Après, on espère que l'emprisonnement qui est au-dessus de sa tête le dissuade. Visiblement, ça n'a pas été le cas jusqu'à aujourd'hui, donc oui, on est inquiet. Oh, ça va le faire. C'est bien rentré, ça va sortir. Effectivement, il donne des signes inquiétants, il donne des signes de dangerosité aussi. Après, objectivement, il n'est jamais repassé à l'acte. Et est-ce qu'on peut dire vraiment, enfin, est-ce qu'on peut être sûr qu'il va repasser à l'acte? Vous avez tout porté? J'ai les 3 trucs là. Le carton, vous y arrivez Ouais, tout le seul? carton, ouais. Oh oui, oui, il n'y a pas de souci. Ouais, j'ai déchargé un petit peu parce que j'avais tout dessus, ça faisait un petit peu lourd. Voilà. Allez, au revoir. Bonne journée à vous. La récidive vient nous le rappeler. La justice, comme la psychiatrie, n'est pas une science exacte. Qu'ils soient juges, conseillers d'insertion ou médecins, tous procèdent par tâtonnement, au cas par cas. Cinq jours ont passé depuis l'audience de Patrick C. La décision du tribunal sur sa demande de libération conditionnelle vient de tomber. Comme le veut le règlement, la chef du greffe de Clairvaux vient lui annoncer la nouvelle de vive voix. Le B3e pour le chef du B. Le B3e à l'écoute. Pourriez-vous me faire venir dans mon bureau, s'il vous plaît, merci. Au vu des efforts en l'état accomplis par monsieur, une prolongation de sa détention ne semble pas de nature à apporter davantage de garanties à la société. Qu'ainsi, monsieur sera admis au bénéfice de la libération conditionnelle. Je la répète, qu'ainsi... C'est toujours un pari sur l'avenir que de prendre une décision d'aménagement de peine. On est dans l'humain, on fait en fonction des éléments que l'on a à un moment donné, on considère que les conditions sont réunies, que les voyants sont au vert, que la personne détenue a effectué un temps de détention qui est suffisant, ou en tout cas que la prolongation de la détention n'apporterait pas davantage à la préservation de la société. Maintenant, les aléas sont extrêmement importants et on ne peut jamais jurer de rien, on ne peut jamais avoir la certitude absolue qu'il n'y aura pas de récidive. Donc oui, c'est un pari. Alors, vous ne reviendrez plus là? Ah bah non. Ce qui est marqué là-dedans doit être la réalité. Bah, on vous souhaite rien d'autre. Hein. Les juges d'application des peines sont souvent qualifiés de laxistes, parce qu'effectivement, on a cette prérogative-là de remettre les personnes en liberté avant l'expiration de leur peine. L'aménagement de peine, c'est pas une remise en liberté pure et simple. C'est pas un cadeau qui est fait à la personne. Ça reste un moyen d'exécuter sa peine. Ça reste contraignant.
même si effectivement on n'est plus entre les quatre murs de la prison, mais la personne reste redevable pendant encore de nombreuses années, pour les longues peines en tout cas, vis-à-vis de l'institution judiciaire et donc vis-à-vis de la société. Principale contrainte pour Patrick C au cours des 6 mois à venir, le placement sous bracelet électronique. Cette mesure l'obligera à rester chez lui en dehors des horaires de travail. La liberté qui l'attend est donc une liberté sous surveillance. Mais après 8 années dans les cellules de Clairvaux, la liberté malgré tout. Une plaque chauffante, une veste à capuche, sac à dos, sac à dos. La préparation à la sortie d'une personne qui a été condamnée pour de nombreuses années, je crois qu'il a passé les 3/4 de son existence en détention, c'est d'arriver à temporiser un petit peu cette ferveur et d'arriver à dire attention, dehors c'est compliqué, dehors c'est difficile. Après tant d'années d'incarcération, il y a forcément un choc, il y a forcément au niveau émotionnel, au niveau le décalage est tel qu'il y a forcément des choses qui l'ont profondément marqué. Voilà. Le retour dans le monde extérieur est une étape clé dans le parcours des personnes condamnées. La difficulté de retrouver ses repères, d'avoir un logement, un travail ou simplement un compte en banque vient s'ajouter aux obligations judiciaires. Je vais vous donner la convocation, mais vous venez mercredi à 14h30. Si vous venez pas, moi après l'enquête, elle part comme ça à la juge. Hein, on est bien d'accord. Hein? Dès la sortie, de nouveaux conseillers d'insertion prennent le relais. Ils sont chargés de contrôler la bonne exécution des peines. Sursis avec mise à l'épreuve, travaux d'intérêt général, jour amende. En France, 175 000 personnes sont ainsi suivies en milieu ouvert. Et vous précisez bien que vous êtes sous bracelet électronique, donc vous avez des heures de sortie. D'accord. Hein? À Troyes, le service d'insertion et de probation est installé en centre-ville. Chaque jour, des dizaines de personnes placées sous contrôle judiciaire viennent faire le point sur leur situation. Changement de domicile, rupture de contrat de travail. Chaque événement lié à leurs obligations doit être signalé, sous peine de nouvelles sanctions. C'est à vous cette fois-ci. Ce jour-là, nous retrouvons Bruno G, une semaine après sa sortie de la maison d'arrêt. Bonjour monsieur, c'est le box numéro 3. Sans travail, avec le RSA pour seul revenu, il vit en foyer d'urgence. Comment ça se passe alors au centre Au d'hébergement? centre, super bien. Là, franchement, malgré mon look, voilà, tous les gens, ne cherchent pas, voilà. J'ai des amis, je me suis fait des amis. J'ai retrouvé d'anciens amis que j'avais trouvés il y a un an et demi quand j'étais déjà au foyer au bois. Et ça fait plaisir. Donc ça se passe bien? Oui, oui, oui. Les choses importantes, moi, c'est l'obligation de soins. Oui, hein? oui, oui. Oui, Alors, j'ai le reçu un docteur rendez-vous Talgand, avec, voilà, pour le 12. vous faire revenir ici dans 2 jours, c'est vendredi. c'est ça. Donc le docteur Talgand, c'est le psychiatre, médecin coordonnateur. Il vous avait déjà rencontré à d'autres Oui, tout à fait, moments. oui. 2 fois, je crois, il me semble bien. Et je ne vous cacherai pas qu'elle s'était montrée inquiet Oui. sur votre comportement, votre façon d'être. Ça l'avait beaucoup inquiété. C'est toujours la même chose. C'est sûr. Hein, c'est par rapport à ces faits qui ont été commis. Et notre mission à nous, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de récidive. Donc quand on parle d'inquiétude du médecin coordonnateur ou de notre service, allez, c'est avant tout ça notre objectif. Hein. De toute façon, c'est qu'il n'y ait pas de récidive. Oui, c'est sûr, il n'y aura pas de récidive de toute façon. Il n'y aura jamais de récidive. Cette personne n'est pas délirante,
On a des personnes délirantes qui, effectivement, peuvent, à certains moments, être hospitalisées. Il y a une décision qui est à la fois judiciaire et médicale. Là, cette personne n'est pas dans un délire. Elle peut être dans l'entretien, elle comprend parfaitement ce qu'on lui dit, elle sait faire des démarches, elle a certaines habiletés sociales. Alors évidemment, cette personne est dans son monde quand même un petit peu, mais de là à justifier de rester enfermée à vie, je ne pense pas qu'on ait trouvé la solution. Je ne pense pas que la solution existe. Ce qui s'est arrivé la dernière fois, quand vous avez fait... Vous décidez de faire le Père Noël et d'aller à McDo faire un peu d'animation bénévole et gratuite, de vous promener dans les rues. C'était clair que pour nous, pour la justice, vous étiez en train de rechercher le contact avec des enfants ou des jeunes gens. Pas le contact physique, uniquement cette joie de communiquer justement ce bonheur de Noël, quoi. Mais il était clair dans vos obligations que vous n'aviez pas le droit d'exercer une activité, qu'elle soit rémunérée ou pas, qui puisse vous faire rentrer en relation avec des enfants ou des jeunes gens. Voilà. Donc quand je parle d'inquiétude, elle était là, notre inquiétude. C'est sûr que... Dans quelle mesure est-il capable de comprendre ce qui lui est autorisé ou non? Je suis conscient, merde. Pardon, excusez-moi. Ça m'a échappé. Désolé. Bip. Non, mais il y a des moments où effectivement, on est dans la spontanéité comme ça. Hein, et vous venez de me dire, merde, mais je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Je peux comprendre qu'effectivement, ça soit quelque chose de très lourd, de très contraignant. On est dans l'exécution d'une peine encore. Vous êtes sous la contrainte encore. Parce que la justice a estimé qu'il n'était pas envisageable de vous relâcher comme ça, sans surveillance. Quand on dit placer sous main de justice, c'est véritablement ça. On garde la main sur des personnes avec cette possibilité de les renvoyer en prison au moindre faux pas. Si la continuité du suivi entre milieu fermé et milieu ouvert est toujours un moment délicat, elle se complique encore lorsqu'un détenu change de région à sa libération. Un mois après sa sortie de Clairvaux, Patrick C. doit désormais rendre des comptes à un nouveau juge et une nouvelle conseillère d'insertion. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Alors j'ai une amie qui m'a appelée, une amie à vous. Oui. C'est qui cette amie à vous? C'est ma copine. Vous avez une copine? Ouais. C'est pas votre ex-compagne? Ah, pas du tout, non. D'accord. Donc c'est une nouvelle amie? Oui. D'accord, parce qu'elle ne s'est pas présentée. Donc je me suis dit, il faudrait quand même que je demande, parce qu'elle prend des informations, c'est important que je sache à qui je donne des informations. Ouais, c'est moi qui lui avais dit d'appeler. Ouais. Là, ça va mieux depuis que j'ai trouvé une copine. Ouais, j'ai bien... Ça va mieux que la dernière fois, hein. Je vous trouve moins attendu que la dernière fois. Ouais, non, mais là, après, ça s'est aggravé encore. Hein. De quoi que ça a aggravé? Bah, Ah, depuis que je ma vous ai... Entre situation, quoi. fin juin et, Voilà. et le... D'accord. Ouais. Ça s'est aggravé, c'était comment là pour vous? Je commençais à douter de beaucoup de choses, à me sentir mal, à pas trouver de repères, en quelque sorte à être triste, quoi. D'accord. Un peu dépressif, quoi. Voilà, on peut dire ça comme ça. J'arrive pas à ranger mes papiers, alors qu'avant c'était tout rangé dans les pochettes plastiques, tout ça, et j'arrive plus du tout à vivre comme je vivais avant. Ah ouais. Après, donc le comment gros ça se fait, je changement sais à la pas, quoi. sortie alors? Moi je pense que c'est dans ce sens-là que j'ai besoin d'un suivi psychologique, quoi. Ah, donc c'est bien. Et donc peut-être un suivi SPIP aussi en même temps, où on peut en discuter justement de tout ça. Ouais, quand j'avais la SPIP à Clairvaux, on était plus dans... On discutait des longs moments ensemble, quoi, de la vie, tout ça, des 1h30, des 2 heures. Après, là, je sens plus une relation différente, quoi. Alors Vous voulez dire que je suis plus dans le contrôle? Plus strict. Ouais. Plus justice, quoi. Quelqu'un qui sort d'une longue peine. C'est quelqu'un qui a eu la disponibilité d'un travailleur social de façon assez importante. En tout cas, il en parle comme étant un lieu d'échange. Et c'est vrai que quand il s'est retrouvé en milieu ouvert, il s'est retrouvé avec quelqu'un qui a 150 personnes, enfin 150 mesures à gérer, donc qui peut lui proposer un seul rendez-vous par mois pour être proche en plus de son secteur de vie. Donc ça veut dire que je peux lui consacrer les 3/4 d'heure de temps une fois par mois. Et c'est vrai qu'au début, peut-être, ça aurait été souhaitable que je puisse le voir davantage. Donc au niveau du travail, on a vu,
C'est pas ce que vous voulez, mais... Ah, moi, j'ai été clair, hein, c'est pas le genre de travail qui vous dans convient. lequel j'ai envie de faire carrière, quoi. Ouais. Voilà. Donc vous le faites le temps de... Bah, le temps de trouver mieux. D'accord. Je voudrais monter ma propre société, quoi. Ouais. Puis Voilà. ce que j'ai comme argent, c'est pas là que... Là, vous allez avoir un peu... Ah bah oui, vous comparez par rapport à votre train de vie d'avant. Pas du tout, non, non. Non, non, d'accord. Je compare au fait que je reparte à zéro, Ah bah oui. que j'ai rien. Merci bien. au Voilà. revoir. Allez, bon Je vais y courage aller pour de la suite, suite. Merci. 150 mesures par conseiller d'insertion. Un chiffre bien loin des standards internationaux de 50 dossiers par agent. Conséquence, les détenus les plus dangereux sont suivis en priorité, aux dépens des autres dont le parcours se trouve ainsi fragilisé. J'indiquais aux détenus que du coup la pose du bracelet se ferait entre 14 et 17 heures. Enfin, c'est ce que vous m'aviez indiqué précédemment. Les bases, elles existent. Encore faut-il avoir les moyens de les faire vivre. Il est quand même très très dommageable de voir que certains détenus qui avaient effectué des efforts manifestes, qui étaient dans une réelle dynamique de réinsertion, finalement sont heurtés à des difficultés peut-être bêtement de logement ou de RSA, etc. et qui finalement ont basculé du jour au lendemain. Donc il y a beaucoup à faire pour que le système qui est instauré puisse être réellement productif. Dans le même temps, l'institution judiciaire doit faire face à des restrictions budgétaires. Ici à Troyes, un poste de juge d'application des peines vient d'être supprimé. Alors, vous demandez, monsieur, un placement sous surveillance électronique? Oui. Désormais, elles ne sont plus que 3 magistrates pour traiter 1600 dossiers. Les aménagements de peine pour des personnes qui ne sont pas écrouées, ça prend plus de temps. Les délais de traitement sont plus longs. Il y a moins de vigilance sur les suivis parce que forcément, on ne peut pas faire à 3 ce qu'on faisait à 4. Hein. Donc, voilà, en qualité de suivi, même si on essaye de faire du mieux qu'on peut, forcément, quand on est en sous-effectif, on fait ce qu'on peut. Depuis que nous le suivons, Bruno G n'a pas commis de nouveaux délits. Mais il vient une nouvelle fois de manquer à ses obligations. Jean-Monsieur, entrez. Comme à chaque incident, la juge l'a convoqué. Vous savez pourquoi je vous ai convoqué? Oui, tout à fait. Oui, j'ai été voir Madame Saint-Marc vendredi. Elle m'expliquait. Donc, j'ai complètement zappé, excusez-moi, le rendez-vous avec le docteur Talgard. Oui. Bon, pour l'instant, j'ai des problèmes de santé. Donc, il faut que je pense déjà à me soigner et à essayer de penser à vivre. Parce que là... Bon, ça fait un bout de temps qu'on se voit, monsieur. Vous tout à savez fait. que vous devez vous faire suivre sur le plan psychologique et psychiatrique. Vous vous rappelez pourquoi? Bah, oui. Enfin, c'est... Moi, pardon, excusez-moi du terme, je dis toujours que ça a été imposé par la justice parce que, bon, dans l'affaire, bon, je suis innocent, donc je ne cesserai de le clamer. Bon, monsieur, moi j'ai votre dossier, j'ai des expertises, j'ai la cour d'assises qui a indiqué que vous étiez coupable, qui vous a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, c'est quand même pas rien. Oui, bah, parlons-en des expertises. Je me rappelle l'expert... Et qui vous a condamné à 50 de suivis socio-judiciaires. Moi, c'est ça dont je vous parle. Et la question que se pose le docteur Talgard, c'est d'éventuellement, si vous n'adhérez pas aux soins, d'être hospitalisé sous contrainte. Où ça, chez les fous? Attendez, je suis pas fou. En tout cas, je suis pas un pédophile, déjà, premièrement. Quand le docteur Talgard dit que vous présentez une personnalité psychotique, il nous dit, je vais vous lire les conclusions, comme ça sera plus clair. Il présente une personnalité psychotique, le diagnostic étant étayé sur le déni. Vous ne reconnaissez pas les faits. Bah oui. Le Bah, c'est normal. mécanisme projectif. Bon, le caractère quélurant et persécuté. Les thématiques anales et qui évoquent un système paranoïaque non organisé. Ah, attendez, redites voir ça. Je vais vous le dire en plus simple. Et ça, il n'y a pas que le docteur Talgard qui le dit. Quand vous parlez ou dans les entretiens, parfois il y a des mots qui vous échappent et qui sont souvent à connotation sexuelle. Où que c'est qu'il a entendu ça, lui? Non, mais franchement, Non, ça vous dit rien? il est pas un peu fou, ce mec-là? Madame Samar, elle le dit aussi. Que des fois, vous partez dans des... Madame le juge, ça fait 12 ans que je suis en prison. Avant, j'étais une personne bien éduquée, mon Dieu. Je parlais convenablement. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est des putains, c'est des ci, c'est des ça, c'est des tas de mots grossiers. Mais j'en ai appris
des pires que ça en prison. Non, mais C'est pas monsieur, possible. on en, Excusez-moi connaît, on en connaît tous, hein, des mots qui Ah, sont je sais bien, vulgaires, mais bon. on les utilise pas tous. Bon, quand je suis dans le bus, je sais pas moi, j'ai quand même encore cette bonne éducation. On dévie encore, monsieur, on dévie. Je sais, déviance sexuelle, voilà. On recentre l'entretien. On a un problème de prise en charge. Ce problème de prise en charge, il est encore plus criant et plus inquiétant pour les auteurs d'infractions sexuelles. Où là, ici dans ce département, on n'a pas de structure spécifique de prise en charge pour les auteurs d'infractions sexuelles. On n'a pas d'approche pluridisciplinaire de la question. Il n'y a pas assez de médecins et il n'y a pas de médecins spécifiques aussi pour ça. Je vais appeler le docteur Talgorn pour essayer de voir quand est-ce qu'il peut le recevoir, pour qu'il fasse un peu le forcing sur le CMP. Je vais voir... il n'a pas vu l'expert encore. Non, l'expert, il n'a juste reçu la notification. Les personnes qui n'ont pas en plus les moyens d'aller voir un psychologue libéral et qui ne veulent pas en plus aller voir un psychologue ou un psychiatre libéral, on les oriente vers le CMP, le centre médico-psychologique. Concrètement, il y a des listes d'attente de 6 à 9 mois avant une prise en charge. Le psychiatre l'a déjà reçu plus tôt parce que j'ai insisté, j'ai rappelé la consultation en expliquant la problématique du monsieur. Mon appel a quand même fait rapprocher le rendez-vous le 28 août. Quand on parle d'une obligation de soins, on a l'impression que tout est résolu puisqu'on a mis, voilà, on oblige les gens à aller voir un psychiatre, un psychologue, des thérapeutes. Mais en fait, nos usagers ont rarement une demande de soins. Pour eux, ils ne souffrent pas. En tous les cas, pas de ce côté-là. Et le psychologue, en général, quand il n'y a pas une souffrance qui s'exprime de la part d'un patient, je pense que ça ne fait pas partie de leur culture professionnelle de prendre en compte des personnes qui sont contraintes, qui sont... voilà, c'est une population contrainte aux soins. Les médecins et la justice n'ont pas les mêmes objectifs. On suit des condamnés, ils suivent des patients. D'où l'intérêt, il me semble, de réfléchir à des personnels médicaux recrutés par la justice. Parce que l'objectif avant tout de ces obligations de soins, c'est d'éviter la récidive. Et éviter la récidive, c'est l'intérêt général de toute la société. Qu'est-ce qui pose problème là? Alors que ça ne devait pas poser de problème et que vous deviez être hébergé jusqu'en 2017 quand même. Je vous le rappelle, hein. Ouais, je sais. La dernière fois que nous avions croisé Patrick C., il faisait part à sa conseillère de ses doutes. Aujourd'hui, nouvelle difficulté, sa compagne ne souhaite plus l'héberger. Vous n'avez pas l'air très accablé d'ailleurs suite à cette situation. Vous vouliez absolument une copine, que ça se passe bien. Et puis... Au moins j'ai fait le test. Quand j'étais en prison, dans mon processus de réinsertion, je me suis dit, il faut que je rencontre quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui travaille, qui gère sa vie. C'était l'objectif. Je voulais pas tomber sur des filles comme avant, peut-être des filles plus faciles, et puis qui travaillent pas, et qui se laissent vivre, des choses de ce genre-là. Alors, mon but, c'était ça. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui est envahissant, hein. Ça va pas, je m'en vais. Hein. Donc, je me suis dit, au pire des cas, j'appellerai la gendarmerie. Comment ça se passe dans ces cas-là? Ça se passe que non, ça se passe pas comme ça. Vous êtes obligé de rester. Vous êtes coincé au domicile de madame. Ah non, la fille, elle veut pas, elle dit... Eh bien, vous retournez en détention. Ah, ok. Après, il faut choisir entre continuer à vivre de façon difficile ou aller en détention. Parce que... moi, je suis capable de vivre dans des conditions très difficiles, hein, ça ne me dérange pas. Voilà, donc vous n'avez pas envie de retourner en détention. Bah non. Voilà. Après, la personne, je peux pas non plus la force. Bon, ça va bien, hein. Bon. Non, mais c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. À l'extrême, c'est ça quand même. Hein. C'est un retour en détention. S'il n'y a pas d'autre solution. À moins que vous retourniez chez votre fille, ça c'était la première idée de la juge. Non. Pour la fin du bracelet, je pense que ce sera le dernier changement. Après, je vais changer parce que j'ai envie d'être autonome, quoi. Ouais, mais parce que là, il faut bien qu'on réfléchisse. Vous avez quand même fait une pause en juin. Vous avez fait un déménagement en septembre. Une pause en juin. La pose du bracelet, donc l'arrivée dans votre domicile en juin, un changement en septembre, et là on rechangera probablement en novembre. Donc voilà, c'est pas mal. Il n'y a pas beaucoup des bracelets qui changent 3 fois de domicile en 6 mois. C'est à peu près ça. À peine. Ouais. Allô?
Oui, bonjour Madame Samar, c'est Madame Mathéos. Il n'est pas venu. Alors, non, alors qu'il a bien, j'ai bien le retour de la convocation signée du 4 octobre et il n'est pas venu. Donc, j'aurais souhaité que vous voyiez avec le foyer s'il est toujours là quand même, s'il n'est pas parti. Vous pouvez vous renseigner et puis sinon, je le reconvoque. Alors, soit si c'est pas justifié, je verrai pour faire un mandat d'amener. Si c'est justifié par un rendez-vous, je le reconvoque dans la semaine. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui vous arrive? Là, j'ai complètement oublié. Franchement, je suis désolé. J'ai eu des problèmes de santé. J'ai passé 2 nuits à l'hôpital et si bien que là, je suis pas la tête à ça. Qu'est-ce qui vous est arrivé là? Bah, crise d'épilepsie. Alors, je sais pas comment ça est arrivé. L'excuse de j'ai oublié parce que j'ai mes problèmes de santé ne va pas marcher à chaque fois, monsieur. Oui, je sais bien. Je comprends tout à fait. Bon, c'est... on est d'accord. Oui. Bon, alors, les autres motifs pour lesquels je vous ai convoqué, ça s'est bien passé avec le docteur Talgorn la dernière fois? Très très mal. Je suis parti. Est-ce que vous pensez que vous en aviez l'autorisation? Je me suis donné l'autorisation, madame la juge. Attendez, moi, le harcèlement moral, ça va 5 minutes. Le mec, il a besoin de voir un psychiatre. Non, c'est pas le mec. Le mec, monsieur, en l'occurrence, c'est un psychiatre. Voilà. Le mec, comme vous dites, c'est un psychiatre qui est désigné pour vous suivre et qui va vous suivre, monsieur, que vous le vouliez ou non, jusqu'en 2018. Donc il va falloir faire avec. Il va falloir faire avec. Le travail de prévention et de réinsertion, il ne pourra être mené que quand on aura les moyens de le faire, c'est-à-dire quand on aura des centres de semi-liberté, quand on aura des structures de placement extérieur, quand on aura un développement des prises en charge pour les auteurs d'infractions sexuelles sur tout le territoire national, quand on aura des prises en charge médicales qui roulent, quand on aura des conseillers d'insertion et de probation en nombre suffisant pour faire tourner les mesures. Tout ça, ça peut paraître cliché, mais c'est la réalité. On veut effectivement faire du préventif avec peu de moyens et après on affiche que ça ne marche pas, mais c'est fatalement ça ne peut pas marcher. Et on justifie du répressif avec ça, parce que ça n'a pas marché, mais parce qu'on ne nous a pas donné les moyens de le faire marcher. Et là après c'est des choix de société. La société a choisi de réintégrer ces personnes, donc il faut avoir l'espoir qu'on puisse le faire. La réhabilitation des délinquants, elle n'appartient pas qu'à la justice, qu'à la police, qu'au SPIP. Elle appartient à la société entière et il faut tous y participer. Je pense qu'actuellement c'est difficile parce qu'on est déjà dans une société avec une crise, avec une grande précarité et que c'est humainement effectivement difficile de faire de la place pour des gens qui n'ont pas accepté, qui n'ont pas respecté les règles et qui a ce sentiment d'exclusion, de rejet. La récidive, c'est un échec, c'est évident. Mais c'est pas pour ça qu'il faut renoncer, c'est ça, surtout. Je pense que le véritable échec, c'est ça, c'est si on renonce, si on dit, voilà, plus jamais on donne la chance à une personne de se réinsérer. Bonjour. 6 mois se sont écoulés depuis la sortie de Patrick C. de la maison centrale. C'est aujourd'hui la fin de sa peine de surveillance électronique. Major, libérable de PSE. Mais pour la rendre officielle, il doit pénétrer une fois encore, et si tout va bien pour la dernière fois, dans un centre de détention. Je vais vous débarrasser. Au début, il serrait beaucoup le bracelet. Mais comme j'ai maigri... Oui. Vous avez maigri aussi de la cheville? Ouais. Après 8 années de prison et 6 mois de bracelet, Patrick C. se retrouve désormais libre de ses actes. Mais jusqu'à la fin réelle de sa peine en 2018, cette liberté restera sous contrôle. Je vais vous faire signer la liste des obligations auxquelles vous allez continuer à être astreint jusqu'au 15 janvier 2017. Ok? Donc c'est la date prévue dans le jugement initial du tribunal d'application des peines. Vous avez une série d'obligations générales
vous devez, et j'insiste sur la première obligation qui est vraiment centrale dans le cas d'une mesure de libération conditionnelle, c'est que vous devez absolument ne pas déménager sans autorisation. Donc, si vous respectez tout ça, que par ailleurs vous ne recommettez pas d'infraction, en janvier 2017, vous en aurez fini. Quand même, quoi qu'il en soit de mon comportement, je compte pas retourner en prison, mais ce serait vraiment quelque chose de très négatif de me renvoyer en prison alors que je suis sur une spirale positive. Et même si je serais jamais un citoyen comme tout le monde, en tout cas, je fais tout pour oui, non, mais j'en ai commettre conscience. aucun délit. Mais aujourd'hui, mon rôle, c'est de vous avertir parce que parfois, ce qui se passe, c'est que vous avez fait 7 ans de prison à peu près. 8 ans et demi. 8 ans et demi, vous êtes sous bracelet et il y a des fois, les personnes ont l'impression que ça y est, c'est fini à la levée du bracelet. Je vous laisse repartir et puis qu'on se revoit plus. Allez-y, monsieur. Au revoir, monsieur. Je vous donne. Au revoir. De faits divers en faits divers, les lois répressives s'accumulent, laissant croire qu'un monde sans risque de récidive est possible. Le phénomène interroge l'ensemble du système judiciaire. Il met en cause l'efficacité réelle de la prison. Mais avant tout, il pose la question de la réinsertion des délinquants et des risques que notre société est prête à accepter pour la rendre possible.